s'est levé, il a tiré, il m'a dit « Je suis capable de te mettre une balle dans la tête, tiens ». Et c'est parti comme ça. Il a tout cassé dans la maison, j'ai gardé des photos. Ça, c'est ce qu'il a cassé dans la maison. Voilà. T'as dû lui en mettre une bonne. T'es sûr que c'était une gifle? Bien une gifle, bien. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. C'est au contraire, je vais le rajouter. Attends, je vais la croiser. Attends. Tout allait bien, pendant 2-3 mois, ça s'est bien passé. Et après, c'est là que j'ai commencé à me prendre des coups pour rien du tout. J'ai commencé à être vulgaire envers mon fils. Après, il tapait dessus aussi. Plus le droit de sortir, rester enfermé chez moi. Viens, ta mère, viens. J'arrive pas à l'oublier en fait. Toujours, je retombe dedans. Il a commencé par la gifler, ensuite ça a été les coups de poing, il a mis des coups de tête, des coups de pied, en l'insultant. Il y a une phrase qui m'est restée, il a dit « La mère de mes enfants doit être une colombe et non une p***. » Il y a des jours, elle continue ses menaces. Il y en a une qui me revient, c'est « Dis à ta mère qu'elle t'achète un cercueil ». Tribunal de Lons-le-Saunier dans le Jura. Ce matin, pour cette famille, c'est l'aboutissement de 2 années de douleur et de larmes. 2 ans que Nathalie pleure sa fille aînée, morte après avoir été frappée par son conjoint. Elle s'appelait Aurélie, elle avait 20 ans. Non, pas encore. 2 ans que Nathalie attend la condamnation du compagnon de sa fille pour sa violence meurtrière. Pendant 3 jours, il va comparaître devant la cour d'assises pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il risque 15 ans d'emprisonnement. Depuis la mort de sa fille, Nathalie n'avait jamais revu le jeune homme. Pour elle, croiser son regard est insoutenable. La pression qui monte, là. Ça monte, c'est horrible. Je sais même pas, les jambes qui flageolent, c'est horrible. Ce matin, famille et amis sont venus nombreux pour soutenir Nathalie et rendre un dernier hommage à Aurélie. Alors, que s'est-il passé lors de cette soirée tragique de mai 2007 ? Ce soir-là, Aurélie roule sur cette petite route du Jura. Elle se rend en boîte de nuit. À ses côtés, sa petite sœur Aline. Aurélie était en train de conduire et elle a vu, à un moment, elle a vu des feux derrière nous. Donc pour voir si elle était vraiment suivie, elle m'a dit « Écoute Aline, on va prendre la route, la petite bifurcation de gauche ». Et ensuite, son ex-compagnon, il nous a doublés. Et là, il a tiré le frein à main, il est sorti et à ce moment-là, tout a commencé. 2 mois plus tôt, Aurélie a quitté son compagnon. Salim n'a jamais accepté la séparation. Surtout qu'Aurélie, depuis peu, a un autre homme dans sa vie. Cela le rend foudrage. Il a commencé par la gifler, ensuite ça a été les coups de poing, il a mis des coups de tête, des coups de pied, en l'insultant. Il y a une phrase qui m'est restée, il a dit « La mère de mes enfants doit être une colombe et non une p***. » Et c'est une phrase qui m'est restée en travers de la gorge. Et je voyais Aurélie qui pleurait, les larmes elles coulaient. Et plus elle pleurait, plus il lui mettait des coups. Il y a un moment, il a pris une bûche en bois, donc ici, juste ici, et il a donné des coups à Aurélie, à la tête. Donc moi, j'ai réussi à y enlever. Et pendant que j'ai enlevé, donc il m'a frappée. Et pendant qu'il me frappait, Aurélie, elle a pu s'enfuir. J'ai juste eu le temps de voir la veste. Et Aurélie, elle s'est enfoncée dans le bois. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. 3 heures plus tard, les gendarmes retrouvent son corps au pied de cette falaise. Dans sa fuite, Aurélie a fait une chute de 10 mètres. Peu après, la jeune femme meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. La mort d'Aurélie, c'est la conclusion dramatique de 7 années de violence conjugale. À 14 ans,
elle rencontre Salim, son premier amour et son premier amant. À 16 ans, elle tombe enceinte et donne naissance à une petite fille. Une autre naîtra 2 ans plus tard. Des enfants que Salim reconnaît tardivement. Pendant toutes ces années, le jeune homme refuse de vivre avec Aurélie et de la présenter à ses parents. Aurélie, de son côté, se plie à ses moindres désirs. J'ai vu quand même un changement. Ma fille qui rigolait, qui était souriante et tout, et qui passe du jour au lendemain à plus se maquiller, à être isolée du monde, à ne plus avoir de téléphone. Et ses sorties, c'était ses courses, emmener sa fille à l'école, enfin, ses parents, ses frères et sœurs, c'est tout. Elle n'avait pas d'amis, rien. Donc, parce qu'il ne voulait pas, tout simplement. Il l'enfermait, voilà, c'était la maison, c'était lui, c'était les filles, et ça s'arrêtait là. Enfermement, mais aussi insultes, gifles, coups de poing. La vie d'Aurélie devient un supplice. À l'époque, elle et sa mère sont voisines. Elles habitent dans une petite ville du Jura, dans cet immeuble. J'habitais au rez-de-chaussée et Aurélie habitait au 2e étage. Donc, quand on entendait de la bagarre ou des coups, c'était beaucoup plus facile pour nous pour monter vite, en courant, pour arrêter un petit peu tout ça. Il y avait toujours une de ses sœurs, de toute façon, qui dormait chez elle pour pouvoir, au cas où, descendre me chercher un petit peu plus vite, quoi. Ou alors, on avait un code quand elle tapait dans le radiateur, donc ça réveillait tout l'immeuble, mais bon, je savais qu'il fallait que je monte vite. Le compagnon d'Aurélie n'hésite même plus à la frapper devant sa famille. Les fêtes de Noël tournent au cauchemar. Voilà. Noël 2004. Et il a voulu taper sur ma fille devant moi. Il a commencé à lever la main sur elle. Donc moi, j'ai commencé à enlever ma fille de devant, mais bon, je suis contente parce que mon chien, à cette époque-là, il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a mordu. Il l'a chopé aux fesses, il l'a mordu. Et il nous avait gâché notre Noël à tous. Tout le monde pleurait, tout le monde... Joyeux Noël, comme on dit. Toute la famille d'Aurélie tente de la protéger, en vain. Même Aline, sa petite sœur et sa confidente, ne parvient pas à lui ouvrir les yeux. J'ai dit comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes de la famille, j'ai dit Aurélie, faut arrêter. Faut arrêter, reste pas avec lui. Et des fois, c'est ce que je dis tout le temps, l'amour rend aveugle. Donc elle était amoureuse, elle est restée avec lui malgré tout. Malgré le mal qu'il lui faisait, elle est restée avec. Mais je lui ai dit plusieurs fois de partir, d'arrêter tout et de s'en aller. Un amour qui va coûter la vie à Aurélie. Deux ans et demi après le drame, le procès commence au tribunal de Lons-le-Saunier. Pendant la déposition du compagnon de sa fille, Nathalie s'effondre. Rien que quand il prend la parole, qu'il parle d'Aurélie, dire le prénom Aurélie dans sa bouche, je peux pas. Depuis 2 ans, le jeune homme clame son innocence. Il accuse même la mère et la sœur d'avoir menti. Les débats risquent d'être tendus. Ils vont durer 3 jours. Rouen, en Seine-Maritime. Une ville de 100 000 habitants, à l'atmosphère paisible. Pourtant, ici, l'année dernière, les policiers ont constaté 680 faits de violence conjugale. Coups, séquestration, harcèlement. À l'hôtel de police de Rouen, une brigade spécialisée dans les violences intrafamiliales a été créée en avril dernier. Chaque semaine, elle doit traiter des dizaines de plaintes pour violences conjugales. Dans cette brigade, 3 hommes et une femme qui se sont portés volontaires. Ils ont été spécialement formés à l'écoute des victimes. Ouais, commencer à la mettre en page. Vas-y. Pas de soucis, on est parti. Ce matin, une journée ordinaire commence pour la brigade. Les policiers doivent entendre une jeune femme qui les a appelés au secours la nuit précédente.
Clarisse a 19 ans, elle est comptable. Son petit ami l'a séquestrée dans la salle de bain, humiliée et brûlée avec une cigarette. Il vient d'être placé en garde à vue. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit maintenant tu montes dans le lit, tu fermes ta gueule. Vous allez dans le lit? Comment? Vous êtes allé dans le lit? Non, je lui ai dit que j'avais envie de boire et que j'avais envie de fumer une cigarette. Une cigarette, ok. Et comme juste avant, il ne retrouvait plus ses clés, parce qu'il les avait jetées dans l'appartement, il m'a dit mot pour mot, mets-toi à quatre pattes, à poil et cherche mes clés. D'accord. Je ne retrouvais pas ses clés. Désolée, mais qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit... Vous voulez quelque chose à boire, quelque chose? Non. C'est bon, ça va aller? La suite. Parce qu'il s'allume une cigarette. Puis il m'a brûlé avec son bras. Clarisse livre peu à peu les détails de son calvaire, avec de longues pauses. Le policier prend le temps de l'écouter. Et après, niveau violence physique, dans la salle de bain. Mais des cris, venus du bureau voisin, vont venir perturber ce climat de confiance. On lève plus note alors. Là, je suis attaché partout là. De l'autre côté du mur, une autre affaire de violence conjugale. Je vais aller porter plainte, moi. Les policiers doivent entendre un jeune homme qui a battu sa femme toute la nuit. T'as des couilles, toi. T'as des couilles. C'est un toxicomane, il est très agressif. Alors ta mère, c'est ma femme, je l'ai mis ton pas, c'est où le problème? Ta femme elle va te baiser, tu l'attends pas toi? Hein? Bon bah alors. Non. Ah, regarde, tu vois là. Eh, vous voyez là, hein? C'est ta faute. Ok. Voilà. Quoi? Alors. Non, on s'explique. Nique ta mère, sale dégage. Ils ont pas vu. Il n'y a pas de besoin qu'il va partir à la salle, non, parce que... Moi, je vois ma copine, moi. Ramène-la tout de suite, là, tu vas voir que c'est un gars devant toi. On retire celle-là, moi. Eh, doucement, là, doucement, mes bras, là, je suis un humain, moi. Est-ce que vous voulez qu'on arrête 2 minutes, le temps que ça se calme, hein? On va attendre 2 minutes. Faut faire prendre l'air. Oui. Non, mais c'est pas grave, je le conçois. Il n'y a rien à faire avec un gros. Ouais, rien à faire avec vous, il n'y a rien à faire avec vous. Attendez que vous allez me relâcher, vous allez voir le bordel que je vous fous dehors. Vous allez voir. Pourquoi je rigole? Tout à l'heure, la première heure, vous me relâchez, on va voir si je vais rigoler. Toi aussi, tu vas voir si je vais rigoler avec toi. Tu vas voir si je rigole avec toi. Dégage, parle pas avec moi, tu vas bien baiser, espèce de crânien, va. De bâtard, va. Et toi, fils de p***, vas-y, ta mère, la p***, tu vas voir. L'homme n'hésite pas à s'en prendre à la seule femme de la brigade. On a... Quand on se retrouve face à quelqu'un comme ça, dans ma situation, j'ai réussi à un moment donné à me mettre à la place de la victime, à me dire, à comprendre pourquoi elle avait aussi peur de lui. Parce que même en tant que fonctionnaire de police, vu sa violence, son comportement agressif, sa haine, il y a des moments, il y a un moment donné, on se dit, il est capable de tout, et si on le lâche, il nous tue sur le coup. La victime de cet homme violent attend justement à l'accueil. Mademoiselle. Les policiers l'ont convoqué pour la confronter à son compagnon. Bonjour. Mais devant un tel déchaînement de violence, il risque d'annuler la confrontation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est concernant votre procédure, et puis on va essayer de mettre tout ça à plat. Marie a 25 ans et son petit ami la bat régulièrement depuis 10 ans. Elle n'a jamais porté plainte, jusqu'à une dernière agression en juin dernier. Sachez qu'il est entre guillemets enfermé et donc par conséquent vous êtes en sécurité. Le moindre problème, on reste à votre disposition et puis... Il m'attendait devant chez moi. Et je suis arrivée, il est venu derrière moi, il m'a fait rentrer chez moi. Et il m'a mis que des claques dans la figure.
Ça a commencé vers 1h30 du matin jusqu'à 4h30 du matin, comme ça. Que des coups. Il y a des jours, ça va, il est gentil, mais il y a des jours, il continue ses menaces. Quel genre de menaces? Menaces de meurtre, insultes, un peu de tout. Qu'est-ce qu'il vous dit par exemple? Il y en a une qui me revient, c'est dis à ta mère qu'elle t'achète un cercueil. Viens, ta mère, viens, tu es sportif, tout ça, viens, enlève les lunettes, enlève ton fils de p***. Comment notre micro, viens. Qu'est-ce que tu fais? Une audition? Faut arrêter, vous. Comment ça? Tu descends au jaune? Tu descends au jaune? Il me parle pas, il descend pas au jaune, il me parle pas, c'est tout. Il me parle pas. Qu'est-ce qui fait que vous restez avec cet homme-là? Très bonne question. Je sais pas. Je vous dis, ça fait 10 ans que je le connais. Donc mon premier petit copain. Voilà. Et je veux dire, il connaît... en 10 ans, il connaît un petit peu toute ma vie. Voilà, c'est ça, les attaches, quoi. J'arrive pas à l'oublier, en fait. Toujours, je retombe dedans. Il parle, et moi je le crois. Et je retombe dedans, mais en fait, il n'y a rien qui change. Il reste pareil. Et qu'est-ce qui vous a poussé à réagir alors? Parce que j'étais enceinte déjà. Et puis je me suis dit qu'il fallait que ça arrête parce que sinon il continuera toujours. Et à un moment donné, il faut dire stop. Vous êtes enceinte de lui ou Non, je ne l'ai pas gardé. D'accord. Donc il valait mieux agir tout de suite ou on ne sait pas quoi, il est capable du pire. J'ai pas envie qu'un jour on me retrouve... je sais pas, mais... le pire. Tu peux imaginer le pire. Les craintes de la jeune femme sont fondées. Ce jour-là, son compagnon, dans un état d'agitation extrême, est transféré à l'hôpital pour examen. 1 heure plus tard, il échappera à la vigilance des policiers et s'évadera. Depuis, il est activement recherché par la police. Pour le moment, il n'a pas cherché à revoir sa victime. Dans tous les cas, n'hésitez pas, le moindre souci, vous me rappelez. Si vous avez des infos avant moi, ce qui se peut. Parce qu'à mon avis, il va essayer de prendre contact avec vous, comme il va le faire de toute façon, donc c'est sûr. Donc n'hésitez pas. Ok? Voilà. Bon courage. Et puis à bientôt. Enfin, j'espère pas dans les mêmes conditions. Au revoir. Le calme revenu, l'audition de Clarisse peut reprendre. Mais au moment de signer son dépôt de plainte, elle doute, comme la plupart des femmes battues. Donc quelles sont vos intentions aujourd'hui? C'est de déposer plainte? Je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de nos services? Je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie forcément qu'il y ait de problème, mais que ce soit pas rayé de la liste. Je sais pas si... C'est-à-dire vous voulez qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait? Voilà. Et une main courante, c'est ça? On appelle ça une main courante? Que s'il m'arrive quelque chose, ce soit le premier... Peut-être que ça va peut-être le faire prendre conscience de ce qu'il a fait. Le fait que vous soyez là et que vous ayez déposé plainte et que ça va peut-être lui dire stop, là... Oui, c'est ça que je sais qu'il a peur, parce que j'ai jamais fait le pas. Il me dit les jeunes, de toute façon, je peux faire ce que je veux, tu ne seras jamais capable de faire quoi que ce soit. Pour la brigade de protection de la famille, la journée continue. Au commissariat, les affaires s'enchaînent et les couples défilent, de tous âges et de tous milieux. Ce que je veux, c'est la vérité. Les policiers sont plus que débordés. En 1 an, le nombre de plaintes a augmenté de 20%. Comme ce père de famille qui a frappé sa femme avec une paire de chaussures. D'habitude, quand il me frappait, il n'y avait jamais de coups, il n'y avait jamais de bleu, il n'y avait jamais rien. Ou encore cette retraitée qui a battu son mari avec le tuyau de l'aspirateur. L'arme du crime. Bon, madame est passée en garde à vue, c'est vrai que c'est un bien grand mot. Il est 14h.
Le jeune homme qui a brûlé Clarisse avec une cigarette est amené pour leur confrontation. Je vous demande de patienter, monsieur. Il a 20 ans, un visage d'ange, et c'est sa première garde à vue. Vous dirigez vers la sortie? Il vient de passer 8 heures dans les geôles du commissariat. Il a eu le temps de réfléchir à ces violences de la nuit précédente. Ok, tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Entrez. Voilà. Asseyez-vous. Allez-y. Il va falloir trouver une solution. Si vous ne pouvez plus cohabiter... Mais si, on peut cohabiter ensemble. Ça se passe très bien entre nous. C'est juste que là, elle a pété les plombs, mais... Parce que je crois que je vais continuer. Elle croit que je suis reparti dans une violence parce que hier, j'ai craqué, je suis retombé dans un truc, avec moi, j'ai retombé dans une violence. Mais je te promets, je vais arrêter. Moi, je te promets, je vais arrêter. Je vais retirer ta plainte. Monsieur, même si elle retire sa plainte, l'opportunité de poursuite, c'est pas elle qui le décide. C'est pas nous qui le décidons, c'est le procureur. Mais moi, j'ai fait une connerie hier, ça faisait pas trop longtemps. Eh bien, on est bien d'accord, vous avez fait une connerie. Mais là, Quels sont vos souhaits? Suite. Ouais. Moi, j'ai envie qu'elle se dise dans sa tête que j'ai compris, là, que je recommencerai plus. Que j'ai vraiment compris, là, ça me leçon, j'étais en garde à vue pour ça, arrêtez, franchement, j'ai compris. Ça va être pire même. Moi, je suis fou amoureux d'elle, je peux pas, je l'aime 2 fois. Et je sais que des fois, j'ai eu des gestes violents et tout, mais... Voilà, je sais. Je pense que l'événement déclencheur des larmes, c'est surtout quand ils se disent qu'ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur moitié, quoi. Je pense que c'est peut-être le style d'auteur aussi à l'appeler 10 fois par jour, peut-être. Jaloux. Voilà, un jaloux possessif. Parce qu'il y a jaloux et jaloux. Hein. Allez-y, madame, vous pouvez... Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Finalement, Clarisse a maintenu sa plainte. Un mois plus tard, son ami a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et en dessous de votre nom. Mais comme dans un cas sur 2, la jeune femme a finalement décidé de lui pardonner. Depuis, ils ont repris la vie commune. La robe d'avocate. Voilà, pardon? La robe d'avocate. Coralie avait déjà pardonné une fois à son mari pour des violences qu'il lui avait fait subir et pour lesquelles il avait été condamné. D'accord. Elle pensait que la page était tournée, mais le 13 avril dernier, à la suite d'une violente dispute, elle reçoit un coup de revolver dans la joue. Elle survit par miracle, mais elle est défigurée. Aujourd'hui, Coralie se rend au tribunal de Bobigny, dans la banlieue parisienne, pour le jugement de son divorce. Pour la première fois depuis l'agression, elle doit revoir son mari. Ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous. C'est pas nous qui devons avoir peur de nous. Hein. Il est emprisonné depuis le drame et doit être présenté menotté, entouré de policiers. Malgré cette protection, Coralie est terrorisée. J'ai pas envie de le revoir du tout. Je revois toutes les scènes dans ma tête. C'est cette angoisse. Puis j'ai toujours peur qu'il fasse quelque chose d'inattendu. Je pense pas qu'il le fera, mais bon, j'ai toujours cette peur-là qu'il se lève, qu'il me... Enfin voilà. Faut que je m'assoie, je me sens pas bien. Coralie est de plus en plus mal. C'est un problème de sucre que vous avez? Non, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais. Restez là, on prend un café, vous prenez tranquillement. Coralie perd connaissance. Aussitôt, son avocate appelle les secours.
Vous avez mal quelque part ou quoi? Non? Trop de stress. Coralie a fait une syncope. Allez, allez, tout doucement. Elle ne pourra pas assister à l'audience. Levez-vous tout juste. Son divorce, qu'elle attendait tant, est reporté à plus tard. C'est bon? Allez. Dernier épisode du calvaire qu'elle a vécu. L'hôpital à Vicenne, sinon. D'accord, je vais trouver. Ouais. C'est pas Il y a 6 ans, Coralie pense rencontrer l'homme de sa vie. Un musicien âgé de 15 ans de plus qu'elle, doux et prévenant. Une union heureuse d'où naît un petit garçon en 2004. Mais au fil du temps, son mari lui montre un autre visage. Celui d'un homme jaloux et violent. Dans leur pavillon de banlieue parisienne, les disputes seraient devenues quotidiennes. Jusqu'au soir d'avril dernier, où il l'aurait menacée avec une arme. C'était suite à des disputes. Et il a été chercher le flingue dans la petite véranda là, qui était à côté. Et il m'a menacé au front et sur la gorge. Et puis il s'est levé, il a tiré et il m'a dit « Je suis capable de te mettre une balle dans la tête, tiens ». Et c'est parti comme ça. Le coup de feu s'est passé très rapidement et puis les secours sont arrivés. J'étais allongée par terre là, avec du sang partout. Enfin voilà, c'était l'horreur quoi. Ça me fait quelque chose de revenir ici. À l'époque, Coralie ignore que son mari possède un revolver. Une arme qu'il aurait volée sur un chantier et dont il se débarrasse aussitôt après le drame. C'est chez le voisin là, qu'il a balancé l'arme tout de suite après m'avoir tiré dessus. Et dans les 2 minutes qui ont suivi, il a inventé l'histoire du rodéo, des jeunes qui faisaient du rodéo et que je devais maintenir cette version. C'était les jeunes qui vous avaient tiré dessus? Voilà. Cette histoire d'agression par des jeunes, dans un premier temps, tout le monde y croit. Dans la presse, l'affaire est présentée comme une altercation avec des délinquants. Selon Coralie, c'est sous la pression de son mari qu'elle continue à soutenir cette version pendant plusieurs jours. Il venait me voir à l'hôpital, il me menaçait tout le temps, il me répétait la même chose que je devais dire à chaque fois. Quand j'étais rentrée de l'hôpital, c'était pareil, mes parents ne pouvaient pas me parler, c'était lui qui était constamment avec moi. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir, tu dis rien, c'est pas moi qui ai tiré, c'est pas moi. On va s'en sortir, t'inquiète pas. Coralie passe une semaine à l'hôpital, surveillée de près par son mari. Un jour, au téléphone, elle se confie à un ami qui aussitôt appelle la police. Le mari de Coralie est arrêté et placé en détention provisoire. Dans un premier temps, il avoue être l'auteur du coup de feu, puis il se rétracte, évoquant une tentative de suicide de sa femme. Ce qui est certain, c'est que l'homme, 2 ans plus tôt, s'était déjà montré violent. Il a tout cassé dans la maison, j'ai gardé des photos, des violences sur mon enfant. Ça, c'est ce qu'il a cassé dans la maison. Voilà. Et ça, c'est une gifle qu'il a donnée à mon fils. On voit où c'est tout rouge ici. Vous aviez porté plainte à l'époque? Oui, j'ai porté plainte pour coups et blessures parce qu'il m'a étranglée. Et il s'est pris 3 mois de sursis. Malgré ce premier avertissement, Coralie reprend la vie commune avec son mari. Elle dissimule sa souffrance à son entourage, même à sa propre mère. Elle souffrait énormément et en tant que maman, je voyais ça sur son visage constamment. Elle me disait que ça allait bien, de ne pas m'inquiéter, mais une maman voit bien ce que vit à travers son visage. Je ressentais cela. En ma présence, comme je vous dis, il était l'homme parfait, le mari parfait. Pour lui, il me disait « je te donne ma parole ». Donc, mais on voyait que ça n'allait pas, mais avec nous,
c'était pas ce que l'on voyait à travers lui, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit à votre mère ou à votre père? Le fait que je parle de mon couple ailleurs, ça me faisait faire des menaces de la part de mon futur ex, donc j'ai évité d'en parler aussi. Vous aviez peur? Voilà. Une vie blessée à tout jamais. Les conséquences de cette soirée sont dramatiques. Coralie a perdu son travail, sa maison. Elle est devenue dépressive. Mais surtout, elle ne supporte plus son visage. Son image de femme, elle va devoir attendre 6 mois avant de la retrouver. Pour tenter une opération, il faut que ses plaies cicatrisent. Vous voyez votre photographie de vous il y a quelques années? C'est ce que je voudrais avoir après la chirurgie. C'est pour ça que j'ai encadré, c'est pour ça que je voudrais retrouver ce visage que j'avais auparavant. Retour au tribunal de Lons-le-Saunier. 2e jour de procès. Ce matin, Aline, la sœur de la victime, vient de faire un témoignage capital contre le compagnon de sa sœur. Comment t'as trop assuré? Tu l'as même regardé droit dans les yeux, t'as assuré mon cœur. Elle affirme qu'en plus des coups de pied, Salim aurait frappé Aurélie avec une bûche. Un passage à la barre éprouvant, car les avocats de Salim l'ont accusé d'avoir menti. Beaucoup plus forte que... Il rigole là. Il rigole. Cette épreuve-là, avec ses avocats, je la redoutais. Ils ont essayé de me contredire, de me faire dire des choses que je n'aurais pas dit. Et j'avais peur de m'en mêler les pinceaux et ça s'est avéré que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, que j'ai répété tout ce que j'ai dit depuis 2 ans et demi. Et que voilà, donc c'est un peu un soulagement là pour cette épreuve, mais maintenant je serai vraiment soulagée quand j'aurai eu le verdict du procès. Pendant tout le procès, l'accusé garde le silence face aux médias. Pourtant, quelques jours auparavant, il avait accepté de répondre à nos questions sous le contrôle de son avocat. Vous devez y aller relativement confiant. Vous n'avez qu'à expliquer ce que vous pouvez expliquer, qu'à restituer le rôle que vous avez joué à cet instant précis. Pour nous, il revient sur la nuit du drame. Ça part d'une vérité. Quand je la suis en voiture, où je fais des appels de phare pour lui demander qu'elle s'arrête. Et après, quand Aline dit que j'ai pris une bûche pour taper sa sœur, c'est faux. Non, la famille de la victime parle aussi de coups qui étaient donnés auparavant, que vous aviez des violentes disputes, que vous étiez violent avec elle. Qu'est-ce que vous répondez? C'est faux. Il y a eu des disputes, comme tout couple. Il y a des situations difficiles, bien sûr. Mais tous ces coups, c'est faux. Je peux comprendre, bien sûr, Nathalie qui a perdu sa fille, Aurélie, les sœurs d'Aurélie, le frère d'Aurélie. Je peux comprendre tous ces mensonges, sous l'immense chagrin. Voilà, je peux pas... C'est tout faux. Il n'y a rien de vrai dans... Il n'y a jamais eu de violence. Pourtant, le rapport d'autopsie démontre qu'Aurélie a reçu des coups au visage avec un objet contendant. Quant aux violences conjugales niées par Salim, elles sont attestées par la famille, les amis et les voisins qui témoignent à l'audience. Pour l'avocat de la partie civile, la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute, même s'il refuse de l'assumer. C'est difficile de s'accepter après la mort de celle qui est la mère de ses enfants, en sachant qu'on en est responsable. Vous comprenez, la culpabilité, c'est une chose, la responsabilité, c'est autre chose. Donc il faut s'accepter. Vous savez, sa défense, c'est, exprimer l'idée de ce que je n'y suis pour rien, ça me permet de continuer à vivre. Tandis que si il avouait qu'il y est pour quelque chose, il aurait la mort d'Aurélie sur la conscience, donc il ne veut pas avoir de conscience. Si Salim tente d'effacer ce drame de sa mémoire, Nathalie, elle, ne pense qu'à ça. Là, je viens enfin de réagir que ça y est. Et puis Aurélie, que c'est fini. Ça fait 2 ans et demi que je l'attends ce putain de procès. Et puis là, je me dis, ça y est, c'est vraiment fini, il n'y aura plus rien.
Après, il n'y a plus rien. Demain, elle sera fixée sur le sort du compagnon de sa fille. À Rouen, une journée s'achève. Dans les familles, il n'y a pas que les femmes qui subissent les violences. Les enfants sont aussi souvent témoins des disputes et parfois même ils reçoivent des coups. C'est le cas de Kylian, 3 ans et demi. Ce petit garçon a vu son beau-père frapper sa mère plusieurs fois. Aujourd'hui, il vit chez son grand-père avec Gaëlle, sa maman, et Dounia, sa petite sœur. Non mais non, tu laisses le camion dedans. Il est bien dedans. Oui. Viens, mais attends un peu. Pendant 3 ans, Gaëlle a été battue par Momo, son petit ami. Il y a un mois, elle l'a quitté et s'est réfugiée chez son père avec ses 2 enfants. Elle n'a pas supporté que son compagnon lève la main sur son fils. Il se prenait des claques dans la figure pour rien. Enfin, pour moi, c'était pour rien. Parce que même si c'est pas son fils, c'est un enfant. On tape pas sur un enfant. Et s'il a réussi à faire du mal à mon fils, moi je pense qu'il peut faire du mal à ma fille. Depuis, le petit garçon est marqué. Il a peur que Momo, son beau-père, revienne et s'en prenne à sa sœur. Elle est pas là, la police. Pourquoi tu veux voir la police? Non, pour Dounia. Pour Dounia? Oui. Bah non. Mais oui, par contre, c'est mal. Dounia, elle a mal? Mais Dounia, Momo. Momo, pousse ta fourchette. Il est pas beau, Momo, laisse-le. Méchant. Ce qui me fait le plus mal, c'est que moi, c'est mon fils qui garde ça dans la tête. Et mon fils aussi. Lui, il s'en fout, lui, il dort bien la nuit. Et moi, c'est là, c'est moi qui se réveille la nuit quand mon fils, il pleure, qu'il parle de Momo. Il a tout vu, votre fils? Tout. Jusqu'à recevoir du sang. Jusqu'à recevoir du sang sur la tête. Du sang? Oui, parce qu'un jour, pareil, on était à la grand-mère, je voulais le quitter et il a jamais voulu. Il a pris un couteau et il s'est coupé le bras et le sang a giclé sur la tête à mon fils. Il faisait tout devant mon fils. Une semaine plus tôt, la violence de son ex-concubin est encore montée d'un cran lorsque Gaëlle a refusé de lui confier sa fille. Elle ne tolère pas sa négligence à chaque fois qu'il garde la petite Dounia. J'ai récupéré, vous voyez là, son cou là? Bah, il y avait tout ça là, c'était rouge. Les fesses, toutes les fesses étaient rouges avec des claques comme ça. J'ai récupéré comme ça. À cause de quoi? Bah, il a changé pas. Parce que moi, je l'ai emmené chez le médecin, j'ai même eu des certificats par lesquels elle n'était pas soignée du tout. Ce jour-là, Momo est venu agresser Gaëlle devant chez elle. Il l'a rouée de coups. Mais pour la première fois, la jeune femme a osé porter plainte contre lui. Comme il ne répondait pas aux convocations, les policiers sont allés interpeller l'ex-compagnon de Gaëlle chez lui. Immédiatement, la brigade de protection de la famille prend le dossier en main. Âgé d'à peine 20 ans, le jeune homme assume sa violence et ne regrette rien. Interpellé 14h30. Je vais te donner connaissance des déclarations de mademoiselle. D'accord? Et après, on va discuter là-dessus. Je viens vous signaler les violences volontaires dont j'ai été victime ce jour dans les circonstances suivantes. Je suis concubine depuis 3 ans, nous avons eu une fille ensemble il y a 2 mois. Ce matin, je me trouvais devant le domicile de mon père à Desvilles. Il est venu sur place. Dès qu'il m'a vu, il m'a porté un très fort coup de poing au niveau du nez. J'ai eu très mal et je suis tombée par terre. Je n'ai pas perdu connaissance. Il m'a porté 2 coups de pied au niveau des 2 côtes du corps. Mon père est accouru et s'est enfui en courant. Il n'a pas été interpellé. À première vue, qu'est-ce qui ressort de tout ça pour toi? Je l'ai tabassé, je l'ai frappé, je les ai traités, je suis d'accord avec vous. Moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour ma fille, tu vois, parce qu'ils veulent pas me donner ma fille. Toi, d'énervement, tu en as mis une. De colère. J'ai répondu.
Et je lui ai porté, donc qu'est-ce que tu lui as donné toi? Je l'ai giflé, elle est tombée. Donc je lui ai porté une gifle qui l'a fait tomber? Tu lui as porté... Avec une gifle, t'as réussi à la faire tomber? Elle est tombée devant chez elle, direct. Elle me dit, tu lui en mettre une bonne. T'es sûr que c'était une gifle? Bien une gifle, bien. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. C'est au contraire, je vais le rajouter. Attends, je vais la croiser, attends. Quelqu'un qui vous dit, je regrette rien et de toute façon, je la crèverai un jour ou je la défonce. Tels sont les mots. Ouais, ça peut être déstabilisant, c'est vrai, parce qu'on se dit, il n'y a rien à en tirer sur des personnes comme ça. Cette meuf, vous la connaissez pas. C'est une pour moi. Je l'aurais connue, j'aurais jamais fait de gosse avec elle. Parce que là, il y a quand même des bleus, au niveau de la poitrine, donc ce qui correspond quand même au... Les coups de pompe, je lui mets des coups de pompe, c'est vrai, mais... Bah voilà, donc il n'y a pas juste une gifle. Son nez, tout ça, c'est pas moi. Donc il n'y a pas juste une gifle. Je l'ai giflé, elle est tombée par terre, ouais. Je lui ai roulé 2 coups de pompe, son père il est venu, on est sorti. Voilà, donc on arrive aux violences qui se sont... Bah voilà, bah moi c'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi tu t'es acharné sur Gaëlle comme ça alors qu'elle se trouve au sol? C'est un peu lâche. Tu lui as mis une patate, enfin tu lui as mis une baffe, admettons. Elle tombe au sol. Pour lui faire comprendre, la prochaine fois, je m'en lave pas ma fille. Donc pour toi, le fait de la savater au sol, c'est lui faire comprendre quelque chose. Ouais. D'où tu m'en laves ma fille, toi? Vous êtes fou, quoi. Non, non. Elle est née il y a 2 mois, je la vois pas, mais vous êtes malade ou quoi? Je fais pire que ça, là. Normalement, je lui ai rien fait, là. Là, dans ma tête, oh là 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 là. Elle a de la chance, je l'ai pas croisée dehors. Tu vois, dès qu'elle me voit, elle se cache, elle se cache, elle se cache. Donc t'es quand même quelqu'un de violent. Je suis violent pour ma fille, je suis désolé. Hein. Ouais, mais il y a violent et violent. Tu peux me traiter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais me parle pas de ma fille, c'est tout. Ouais, ouais. Mais là, ça reste quand même la mère de ta fille. On verra la mère de ma fille. Un enfant qui grandit dans cet univers-là, il banalise les choses à un moment donné. Il se dit, bon, bah, maman, elle reçoit une claque, c'est normal, c'est parce qu'elle a mal fait à manger. On a déjà eu le cas de demander à la petite en audition quand papa frappe maman, et elle nous a répondu, bah, quand le repas est trop salé ou trop sucré. Donc c'est là que vous voyez qu'il y a quand même... que les violences sont banalisées, c'est clair. Gaëlle vient d'arriver pour la confrontation. Mademoiselle. Son père, lui aussi, a été convoqué, car le jour de l'agression, il s'est interposé entre Gaëlle et Momo. Donc, je vous en prie, asseyez-vous. C'est lui qui a mis le jeune homme en fuite. Oui. Bonjour. Asseyez là. Par rapport à ce que vous ressentez en ce moment par rapport à Mademoiselle, est-ce que vous maintenez vos déclarations, à savoir que si vous étiez amené à recroiser Mademoiselle dans la rue, vous recommenceriez à l'agresser afin de récupérer votre fille? Bah oui, je lâche pas. Moi non plus, je lâcherai pas. Je suis pas là pour chercher la merde, madame. Je veux juste voir ma fille. 8 ans pour semaine. Là, c'est qu'un là. Ok. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Rien du tout. Rien du tout. Monsieur, Mademoiselle, avez-vous autre chose à rajouter? Bah, qu'il me foute la paix, c'est tout. Qu'il m'oublie. C'est déjà fait. Ce sera déjà fait, t'arrêteras de me harceler par message. Concernant les déclarations que vous étiez en train de me faire, monsieur, je vous écoute. Mon opinion à moi, quand il y a un conflit entre 2 personnes censées être adultes, la première chose qu'on protège, c'est les enfants. Quand on joue du jeu, on protège son enfant et on donne de l'hygiène. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Votre fils, c'est une moi je vous le dis tout de suite. Elle sort avec moi, elle sort avec mon pote. C'est la vérité, oui. Bah, c'est la vérité. Pourquoi t'entends pas la vérité avec la vérité qui blesse? Parce que c'est pas vrai. C'est ça. J'ai des témoins, j'ai des preuves. Pendant 3 ans, je suis resté avec toi, tu m'as frappé. Madame, s'il vous plaît, je vais pas lui dire ça histoire de lui faire plaisir, ou la histoire de le traiter, ou la histoire de lui faire mal. C'est la vérité. Elle couche avec moi et elle couche avec mon pote en même temps à Job. J'ai des témoins, je vous le ramène, même des messages sur mon portable. Bah ramène-les. Ramène-les. J'aurais su que t'étais comme ça, je serais jamais sorti avec toi. Moi, si je suis là, si je t'ai défoncé à cette heure-ci, c'est à cause de ma fille. Sinon, je serais jamais ici, je te le dis. Et je vais pas lâcher l'affaire. Je vais en jol, je vais en présent, je vais nulle part. Mais tape-moi. Moi non plus, je laisserai pas ma fille. Je te laisserai plus leur faire du mal, je te le dis tout de suite, ni à moi, ni aux enfants. On verra.
On est à Rouen, le monde est trop petit. Bah si tu veux, ramène qui tu veux. Je veux descendre en jeu. Si à chaque fois vous lui mettez une tarte, elle aura toujours peur de vous donner son enfant. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Non mais il est fou. Mais défonce-moi. Calme-toi, c'est ça. Non mais il y a du monde aussi avec lui. Mais tous les jours, je m'en fais pas. T'inquiète pas. Hop, allez. Une signature ici. Je sais qu'il y a du monde avec lui qui est derrière, qui me surveille tout le temps. Je croise ses potes. Je peux rien faire. Mais maintenant, je sais que s'il me touche, bah, je porte plainte. Et puis voilà. Il me laisserait plus faire. Et vous pensez que c'était utile de porter plainte? Ah oui, parce que ça fait 3 ans que je porte pas plainte. Je sais, quand il me volait, je disais rien. Quand il tapait mon fils, je disais rien. Il me tapait dessus, je disais rien. Je montais à ma famille. Ma famille, ma soeur, elle me parlait presque plus parce que j'étais avec lui. Je fermais ma gueule. Non, c'est bon, je peux plus faire comme ça. L'ex-compagnon de Gaël est immédiatement déféré au parquet de Rouen pour être présenté au procureur, qui le connaît bien. Momo a déjà été condamné 9 fois pour vol avec violence et agression. Moi, je peux que vous inviter à cesser immédiatement ce type d'agissement parce que les violences, c'est quand même des violences relativement sérieuses. Apparemment, mademoiselle, elle était au sol. Vous êtes acharné quand même, à coups de pied. Et si son père n'était pas arrivé, ça ne se serait pas arrêté comme ça. Hein. Donc ça veut dire que vous avez quand même aussi une problématique de violence et quelque chose dans votre comportement qu'il va falloir résoudre. Et si je l'ai tapé parce qu'elle m'a interdit de voir ma fille? Votre problématique de violence, elle s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus sérieux qu'un simple problème avec votre fille. Vous avez des réactions, vous avez du mal à vous contrôler manifestement. Si, je peux me contrôler. Je peux me contrôler. Soyez bien conscient que maintenant, chaque passage à l'acte de violence, ça voudra dire le même traitement juridique. Ça voudra dire qu'à chaque fois, vous serez placé en garde à vue et qu'à l'issue de chaque garde à vue, vous serez déféré au parquet en vue d'une comparution immédiate. Et la comparution immédiate, ça veut dire des possibilités d'incarcération et de mandat de dépôt le soir même. Hein, bon. Donc vous êtes avertis. Alors je vous demande de signer, ça s'appelle un procès-verbal d'interpellation. Un mois plus tard, le jeune homme a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général pour avoir frappé Gaël. Mais il a également écopé d'1 an de prison ferme pour une autre affaire d'agression. Ce matin, dans le Jura, Nathalie et sa famille s'apprêtent à vivre la dernière journée du procès. Elle va enfin savoir si le compagnon de sa fille est reconnu coupable de la mort d'Aurélie. Nathalie attend ce moment depuis 2 ans et demi. Elle est à bout de force. C'est une brave bête. Il a mordu. Elle espère que ce procès servira d'exemple. J'espère qu'il va être condamné à une lourde peine. Ne serait-ce que rien que pour l'attitude qu'il a eue ces 2 jours. Hautaine, arrogante, moqueuse. Aucune... j'ai pas entendu des remords, moi, de sa part. Enfin, maintenant... même pas d'excuses, rien. Donc, ouais, j'espère qu'il va prendre... Là, c'est marqué dans les journaux qu'il risque 15 ans de réclusion criminelle. S'il en prenait qu'1, je serais contente. S'il en prend 10, je serais contente aussi. Aline est inquiète. Depuis le début du procès, la famille de l'accusé se montre très agressive. Elle craint des débordements. Comment ça va être cette journée, d'après vous? Je pense peut-être moins dur qu'hier. Mais à mon avis, ça va rester une journée... Enfin, il va y avoir du mouvement, je pense. Je pense que la famille adverse va foutre un gros bordel une fois que le procès sera fini. 1 heure plus tard, Nathalie et Aline arrivent au tribunal. Ce matin, d'importants renforts de police et de gendarmerie sont déployés pour assurer leur sécurité. Le frère de Salim ne comprend pas cette démonstration de force. Que la justice soit faite en toute équité, tout simplement.
La famille de l'accusé espère un acquittement. Ce n'est qu'à 3 h du matin que les juges vont rendre leur verdict. 6 ans de prison ferme et 150 000 € de dommages et intérêts. Aussitôt, la famille de l'accusé crie au scandale et insulte la mémoire d'Aurélie, qui avait rencontré Salim à 14 ans. 14 ans. Bande de tapins, là. C'est des tapins, toutes des de toute façon. Qu'est-ce que vous en avez là? Monsieur Dindry, vous êtes exprimé maintenant. Ce soir, l'accusé va dormir en prison. Ça m'a même pas soulagé, ça m'a... Non, rien. Je sais pas. Donc, ce qui prouve que j'attendais pas spécialement une peine de prison, comme j'avais dit, que ça ne me ramènera pas Aurélie. Donc, simplement que là, Aurélie a quand même été reconnue comme victime, et ça, c'est le plus beau. Après, lui, coupable... c'est la Saint-Aurélie, en plus. Oui, en plus, aujourd'hui... La Saint-Aurélie. C'est un cadeau pour elle, ça. C'est elle, la victime. On y va. Il y a les gendarmes. Le jeune homme a fait appel de sa condamnation. Dans 1 an, un nouveau procès va avoir lieu. Ouais. Enfin, nous, l'enfant. Nathalie et sa famille ont décidé de se battre jusqu'au bout. En mémoire d'Aurélie et de toutes les femmes mortes sous les coups de leurs conjoints.